Du pourquoi du choix de ces sujets, la précision sur l'état de la question, la problématique, les hypothèses proposées, la méthodologie adoptée, la structure de l'étude et nous terminerons par les constats et améliorations préconisées. Pourquoi avons-nous choisi de plancher sur ces sujets? Eh bien, le choix de ce sujet procède de notre expérience professionnelle personnelle qui nous a mis en contact avec plusieurs justiciables et dans les entretiens avec ces derniers, surtout ceux dont le droit n'a pas été pris en compte par les juridictions de jugement, ils finissent toujours par lâcher des expressions du genre « ça c'est quelle justice ?» Ces expressions résonnent tellement dans notre esprit que nous nous sommes posé la question, mais finalement, pourquoi est-ce que les justiciables développent-ils la propension à ne pas croire en la justice de leur pays? Et si l'on réfléchissait sur la problématique de la sécurité judiciaire, parce qu'on sait que c'est finalement l'insécurité judiciaire à laquelle sont exposés les justiciables qui les induisent à ne pas croire en la justice de leur pays. Voilà pourquoi nous avons choisi de plancher sur ce thème. Il y a lieu cependant de relever que, à travers la doctrine, plusieurs études ont déjà été consacrées sur cette épineuse question de la sécurité juridique et judiciaire, avec cette particularité que chacune des doctrines l'aborde selon son entendement. C'est ainsi, par exemple, dans la doctrine française, les auteurs ont abordé simplement l'aspect sécurité juridique et ils ont relevé l'importance du respect des exigences de la sécurité juridique dans les contentieux de l'égalité, de sorte qu'une loi ne puisse assujettir aussi bien l'administration que l'administré, pour autant qu'elle n'a pas encore satisfait aux exigences de la sécurité juridique. Mais la doctrine communautaire, par contre, a planché sur l'aspect sécurité juridique et sécurité judiciaire à la fois. Les auteurs sont arrivés au constat selon lequel, dans le droit de l'espace des pays africains, il n'existe ni sécurité juridique ni sécurité judiciaire, et pour cause l'inflation législative. Parce que les législateurs africains édictent des lois sans se donner la peine d'en abroger les précédentes qui ont régenté les mêmes situations, laissant ainsi les justiciables dans une sorte d'incertitude, aussi bien juridique que judiciaire. Ces auteurs ont quand même préconisé des solutions à même de ramener dans le domaine du droit la sécurité juridique et la sécurité judiciaire. Ils ont préconisé la construction d'un droit simple et l'accroissement de l'information. La doctrine interne a aussi planché sur les deux aspects de la question. Elle est arrivée au même constat qu'il y a absence de sécurité aussi bien juridique que judiciaire dans le domaine du droit à cause de la vétusté des textes législatifs et réglementaires applicables dans le domaine. Certains d'entre eux dateraient de l'époque coloniale, le dysfonctionnement de l'appareil judiciaire, la déconfiture de la façon d'administrer la justice et l'absence de l'information dans les chefs des magistrats. Ces auteurs ont préconisé, pour recréer la sécurité juridique et judiciaire dans le domaine du droit, ils ont donc préconisé l'accroissement aussi bien de l'information que de la formation dans le chef des acteurs chargés d'administrer la justice. Tous les remèdes préconisés par et à travers ces différentes doctrines sont éloquents, sont importants, mais nous estimons qu'à eux seuls, ils ne peuvent pas assurer avec certitude la sécurité judiciaire dans le domaine du droit. Voilà pourquoi nous préconisons, pour notre part, au-delà des solutions préconisées par et à travers les différentes doctrines, nous préconisons la recherche de la clarté dans la norme juridique applicable, ce qui serait gage de la compréhension facile, simple et d'une application aisée
par les cours et tribunaux en vue de déboucher à la sécurité judiciaire recherchée. Parce que de notre point de vue, la sécurité judiciaire procède de la bonne application de la bonne loi par les cours et tribunaux. C'est cela en tout cas l'originalité de notre étude. Pour bien cerner et comprendre cette étude, nous nous sommes posé une question centrale. Laquelle question s'est déclinée en 3 autres questions substantielles pour former ensemble la problématique de notre étude. En fait, nous sommes partis du constat selon lequel le droit judiciaire est le socle de la bonne administration de la justice. Il est la voie à suivre pour atteindre le juge. Il est le moyen permettant au droit d'atteindre son objectif majeur, qui est celui de recréer la paix, la tranquillité et la quiétude sociale. Mais dans la mise en œuvre du droit judiciaire congolais, celui-ci est constitué de plusieurs textes épars qui contiennent malheureusement certaines dispositions à faible qualité. Dès lors, nous nous sommes posé la question de savoir est-ce que le droit judiciaire congolais peut-il atteindre l'objectif qu'il s'est assigné, c'est-à-dire de recréer la paix, la tranquillité et la quiétude sociale, alors qu'il recèle en son sein des dispositions imparfaites, pourtant nécessaires pour la bonne administration de la justice. Ne serait-il pas urgent et important que le législateur intervienne pour apporter la clarté à toutes ces normes? Est-ce qu'en l'état actuel de notre droit, celui-ci offre-t-il la sécurité judiciaire aux justiciables? Est-ce que les justiciables peuvent-ils se servir de ce droit pour s'entendre obtenir justice alors que la norme juridique applicable dans ce domaine est sujette à diverses interprétations? Voilà l'ensemble de questionnements qui ont taraudé notre esprit et qui nous ont induits à préconiser en termes de réponse à ces questions de proposer une hypothèse principale et 2 autres hypothèses secondaires, mais tout autant importantes que la première. Nous relevons que la question de la sécurité judiciaire est intimement liée avec celle de la qualité et de l'accessibilité de la norme juridique applicable. Et donc, pour améliorer la qualité et l'accessibilité de la norme juridique applicable dans le domaine, nous avons préconisé le réaménagement de toutes les dispositions jugées imparfaites, recensées dans le corps de ce texte, à l'aune d'y apporter 2 améliorations en vue de déboucher à un droit beaucoup plus sécurisant judiciairement. Deuxièmement, le droit judiciaire congolais hérité de la colonisation a connu une évolution judiciaire notable. On sait qu'il est créé en République démocratique du Congo des juridictions spécialisées, notamment les tribunaux de commerce, les tribunaux de travail. Mais la loi organisant le fonctionnement et la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ne semble pas accompagner cette évolution judiciaire notable. De sorte que si on s'est limité à ce niveau, le législateur n'aura pas atteint l'objectif qui s'est assigné en créant ces juridictions. D'où l'importance des présentes études qui préconisent la recherche de la clarté dans la norme juridique applicable, aussi bien sur le plan de la compétence que sur le plan de la procédure. Enfin, l'éparpillement des textes juridiques applicables dans le domaine est une porte ouverte à l'insécurité judiciaire. Nous préconisons la réunion de tous les textes intervenant en quelque niveau que ce soit du droit judiciaire privé congolais dans un seul code, de veiller à sa mise à jour régulière et permanente en vue d'en assurer l'accessibilité pour tous. Notre étude, en tant qu'étude scientifique, s'est appuyée sur
des matériaux scientifiques de recherche. Ainsi, dans le cas d'espèces, nous avons utilisé des méthodes, notamment la méthode juridique, qui nous a permis, à travers les sources normatives, de pouvoir déceler les imperfections à l'aune d'y apporter des améliorations. Nous avons aussi utilisé la méthode comparative qui nous a permis de mettre en parallèle le droit judiciaire congolais et le droit judiciaire franco-belge, retirer les leçons de ce dernier droit pour les appliquer à notre droit partout où il y a des imperfections. Nous avons aussi utilisé la méthode sociologique qui nous a permis d'observer l'attitude des acteurs juridiques sur cette problématique de l'imperfection normative et voir comment ils se démènent pour pouvoir tant soit fait reconnaître ou donner la sécurité judiciaire aux justiciables. Toutes ces méthodes ont exigé pour leur mise en œuvre le recours à des techniques. Nous avons donc utilisé la technique documentaire qui nous a mis en contact direct avec des sources normatives, jurisprudentielles et doctrinales en la matière. Nous avons aussi usé de la technique d'interview qui nous a permis de tailler bavette avec certains chefs de juridiction, d'office et de parquet, ainsi que des responsables des grands cabinets autour de la question des imperfections qui entachent les dispositions intervenant dans le domaine du droit privé. Ceci nous a donc conduit à aborder notre travail dans deux parties. La première partie est consacrée aux incohérences du droit judiciaire congolais. Dans cette partie, nous avons déployé une étude de légère LATA, et la deuxième partie est consacrée à un plaidoyer pour la clarté dans les différents textes du droit judiciaire congolais. Nous y avons donc déployé une étude de légère Ferenda. Chacune des parties comprend 2 titres et chaque titre comprend 3 chapitres. Ceci étant dit, Madame la Présidente du jury, éminente professeur, Messieurs les éminents professeurs, membres du jury, dévoilons maintenant le fond de notre étude. En fait, notre dissertation doctorale a vocation de déboucher in fine à la construction d'un droit qui soit exempt de toute incohérence, un droit qui soit véritablement outil de justice, parce qu'il sera constitué des dispositions claires, intelligibles, avec certitude, de sorte que lorsque nous nous penchons sur cette étude, nous nous rendons compte que les divers textes intervenant dans le droit positif actuel contiennent des dispositions imparfaites et nous devons apporter des améliorations afin de déboucher à ce que nous cherchons, la création d'un droit véritablement outil de justice. Nous avons donc visité les dispositions intervenant dans le domaine, à savoir le décret du 7 mars 1960 portant code de procédure civile, la loi organique sur le fonctionnement, organisation et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, la loi portant protection de l'enfant, la loi portant création et organisation des tribunaux de commerce, ainsi que celle relative aux tribunaux de travail. Nous avons aussi jeté un regard vers le droit communautaire dans le traité, dans le règlement de procédure et dans l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution. Les imperfections insécurisantes judiciairement sont légion, mais pour rester dans le timing que nous imparti, nous allons donner 1 ou 2 cas pour chaque loi. Abordons la loi organique. Nous retenons comme première imperfection insécurisante, c'est l'absence
de la possibilité d'assumer, qui n'est pas reconnue au juge de paix. Et cette absence est de nature à insécuriser parce que les affaires des justiciables resteraient irrésolues faute de composition. L'article 9 dans ce libellé ne relève pas cette possibilité. Nous préconisons, pour combattre cette insécurité, qu'on puisse étendre les dispositions de l'article 16 au tribunal de paix pour permettre à ce que le président du tribunal de paix puisse procéder à assumer un défenseur judiciaire, un avocat ou un officier du ministère public en vue de permettre à ce que les affaires puissent continuer à être examinées. Deuxièmement, c'est la survivance de la Chambre en matière commerciale devant la Cour de cassation, prévue à l'article 32.2. Nous nous posons la question, pourquoi est-ce que cette Chambre continue à demeurer devant la Cour de cassation alors que depuis l'adhésion de la République démocratique du Congo au traité de l'OHADA, la cassation en matière commerciale est portée par la CCJA. Nous ne voyons pas pourquoi est-ce que la Cour de cassation interne pourra continuer à détenir cette chambre. Et pour combattre cette incertitude, cette imperfection, nous avons donc préconisé simplement qu'on puisse élaguer le point 2 contenu à l'article 30. Autre imperfection, c'est l'autorisation qui est accordée aux cours administratifs d'appel de pouvoir recourir aux articles 146 et 149 contenus dans l'ordonnance de 1982 portant code d'organisation et compétences judiciaires en matière de compétences, alors que cette ordonnance est déjà abrogée par la loi sous examen. Cette ambivalence n'est pas de nature à sécuriser aussi bien les justiciables que même les acteurs juridiques. Ici, nous voulons ouvrir une parenthèse pour féliciter la dextérité de tenants de la doctrine communautaire qui, eux, ont relevé que les législateurs africains aient dicté des lois sans se préoccuper d'en abroger les précédentes qui ont régenté la même situation, laissant ainsi les justiciables dans une sorte d'incertitude. Ça n'est un cas patent. Relativement au décret de 1960 du 7 mars portant code de procédure civile, nous retenons l'article 65. L'article 65 préconise le principe opposition sur opposition n'évoque. Le législateur voulait mettre un frein à l'utilisation des voies de recours à des fins abusives. C'est ainsi qu'il a autorisé à une partie qui a été jugée par défaut de pouvoir revenir devant la même juridiction pour faire valoir ses droits. Malheureusement, les plaideurs malicieux utilisent toujours la faiblesse de cette lettre ou de ce texte pour pouvoir acter des oppositions, même deux, au-delà d'une opposition, ils peuvent en acter une autre. Question pour lui de gagner en temps. C'est ainsi que pour combattre cette insécurité qui préjudicie la fluidité des affaires, nous préconisons la création d'un second alinéa à l'article 65 qui va donner le pouvoir au greffier de refuser d'acter une seconde opposition lorsqu'il constate qu'une première opposition avait déjà été actée. Relativement à l'article 72 sur l'appel des jugements préparatoires, là aussi c'est la même idée qui a animé le législateur. Il voulait faire un frein à l'usage des voies de recours à des fins dilatoires. Mais les plaideurs malicieux, dans le prétoire, arrivent toujours à acter des appels contre des jugements préparatoires, sachant pertinemment bien que le sort de ces jugements est déjà scellé, c'est-à-dire l'irrécevabilité. Ils ne sont pas là, leur souci, c'est de bloquer soit l'exécution, soit l'évolution normale de l'affaire.
Pour combattre cette insécurité, nous avons préconisé la création d'un autre alinéa entre le premier et le deuxième de l'article 72 qui dit ceci, que l'appel interjeté au mépris de l'alinéa précédent ne dessaisit pas le juge. Ainsi donc, les plaideurs malicieux seront découragés quant à l'utilisation de cette voie de recours. Ici, nous voulons relever la rigueur du législateur belge, parce qu'en droit judiciaire belge, notamment l'article 780, le législateur va jusqu'à punir à 2500 € d'amende une partie qui utiliserait les voies de recours à des fins dilatoires. Mais nous n'avons pas fait cette proposition. Nous avons coupé l'herbe aux pieds des plaideurs malicieux en intégrant cet alinéa que nous proposons. Relativement aussi à la procédure ou la voie de recours requête civile, le législateur à l'article 88 soumet ou conditionne l'utilisation de cette voie de recours à la consultation préalable de 3 défenseurs judiciaires ou de 3 avocats qui ont déjà exercé pendant au moins 5 ans devant une cour d'appel. Or, si l'on tient compte ou l'on tenait compte de la bourse financière de Congolais, faire face déjà aux honoraires d'un seul avocat, ce n'est pas facile, à combien plus forte raison 3 ou 4. Nous pensons que cela aussi, c'est une insécurité qui devrait être combattue simplement en élaguant ces conditionnalités. Mais relativement à la loi portant protection de l'enfant, nous prenons l'article 110. Cette disposition prohibe la procédure par défaut à l'égard de l'enfant en conflit avec la loi. Nous nous posons la question, pourquoi est-ce que la procédure par défaut ne peut pas être usitée alors que dans le comportement de l'enfant en conflit avec la loi, il y a eu préjudice que les parties auraient subi. Mais comment est-ce que les parties vont pouvoir rentrer dans leurs droits si jamais la procédure par défaut n'est pas usitée? Nous préconisons simplement qu'on puisse élaguer l'alinéa in fine de l'article 110. Relativement à l'âge à tenir compte, lorsque par exemple l'agent qui est enfant commet un manquement qualifié d'infraction par la loi ayant l'âge de minorité, mais que les poursuites s'ouvrent alors que l'agent a déjà atteint l'âge de la majorité. Au nom de quoi le législateur à l'article 98 veut que cet agent puisse être jugé devant les juges pour enfants. Nous trouvons que ce n'est pas normal parce que devant le juge pour enfants, on a affaire à une psychologie de l'enfant, on a affaire à une composition pratiquement spéciale, ne pas faire peur à l'enfant, mais nous aurons en face de nous un adulte 20, 22, 23 ans qui serait jugé là-bas devant la psychologie pour enfants. Nous estimons que ce n'est pas normal, c'est une imperfection parce que aussi, étant donné que la procédure par défaut n'est pas usitée devant le juge pour enfants, cet agent qui devient aujourd'hui majeur ne pourra pas réparer le préjudice que les victimes subiraient au cas où il ne se présentait pas devant les juges. Relativement aussi à la question de la filiation, la loi portant protection de l'enfant reconnaît cette compétence au tribunal pour enfants, alors que la question de la filiation est hautement une question des parents, des hommes adultes. Pourquoi est-ce qu'un géniteur pourra-t-il se présenter devant le juge pour enfants et, par exemple, initier une action en désaveu de paternité? On pourra comprendre que cette action puisse émaner de l'enfant, aidé en cela par ceux qui auront l'autorité
tutélaire sur lui, à ce moment-là, l'adulte pourra aussi se présenter. Relativement aux deux textes créant les tribunaux de commerce et les tribunaux de travail, là aussi nous avons des imperfections, notamment en ce qui concerne la compétence territoriale de ces juridictions. La loi a calqué simplement cette compétence à celle du tribunal de grande instance. Mais le tribunal de grande instance a un ressort très vaste à l'intérieur du pays. Et cette immensité du ressort ne se ressent pas à l'intérieur du pays parce qu'il existe des tribunaux de paix. Ainsi, avec la présence des tribunaux de paix dans chaque territoire, les justiciables se sentent rapprochés de la justice ou de l'administration. Mais qu'adviendra-t-il pour les tribunaux des commerces? Une fois un tribunal de commerce installé chez moi dans les Bazouélé à Bouta, j'ai un ressort immense. Je ne vois pas comment est-ce que les justiciables qui viendraient de Aketi, qui viendraient de Dingila ou d'ailleurs pour pouvoir arriver au chef-lieu et saisir les juges de commerce. C'est une imperfection et aussi, ce n'est pas fini. À Kinshasa ici, la compétence territoire de ces juridictions laisse à désirer. Les tribunaux de commerce, les tribunaux de travail, parce que c'est d'eux qu'il s'agit, recouvrent pratiquement le ressort de la cour d'appel. Pour ne pas parler dans le vide, nous avons cité quelques cas de décisions, nous n'appellerons pas jurisprudence, ce sont des décisions isolées, du tribunal de commerce de Gombe et du tribunal de commerce de Matete. Le tribunal de commerce de Matete a couvert pratiquement les matières ou les questions qui pourtant devaient être portées par le tribunal de grande instance de Kalam. Je parlais du tribunal de commerce de la Gombe. Par le tribunal de Kalam, parce que la loi dit, là où le tribunal de commerce n'est pas installé, c'est le tribunal de grande instance qui endosse cette matière. Et donc, il faudrait que vite, les législateurs puissent intervenir pour pouvoir corriger ces genres d'imperfections. En ce qui concerne le droit communautaire, nous avons l'imperfection sur l'article 5 qui préconise que les actes uniformes puissent prévoir les incriminations tout en laissant le pouvoir de déterminer la peine au ressort de chaque État partie. Et donc on aura autant de peines qu'il y a des États parties. Pour combattre cette imperfection, nous avons préconisé que, à l'article 5, on reconnaisse à la fois à l'acte uniforme la possibilité de créer des incriminations et d'en déterminer les peines. En ce qui concerne les immunités juridictionnelles reconnues à l'institution OUADA, nous estimons que ce sont des immunités insécurisantes parce que, selon l'article 46.1 du traité, il reconnaît à l'institution OUADA la capacité d'ester en justice et de contracter. Comment voulez-vous qu'une instance qui contracte avec un tiers, mais qui n'exécute pas ses obligations de manière libre, de manière correcte, qui puisse se cacher derrière une quelconque immunité? Ceci est fondamentalement insécurisant pour les justiciables. Voilà, Madame la Présidente du jury, éminente professeure, présenter de manière résumée l'essentiel de notre thèse. Nous savons que c'est une œuvre humaine, perfectible. Nous sollicitons l'indulgence du jury quant aux coquilles et pécadilles qui peuvent s'y glisser, que vous allez déceler naturellement. Nous vous promettons d'être regardants quant à ceux dans nos productions scientifiques ultérieures. Nous avons dit et nous vous remercions. Ok, merci.